Pour ces images impressionnantes avec nous, Gamal Abina, cofondateur du MDC, le mouvement des droits civiques. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors ce matin, aujourd'hui, la France s'est réveillée bredouille ce matin. Et vous, dans quel état d'esprit vous êtes après cette journée de violence sur les Champs-Élysées? Bon, déjà, Champs-Élysées. J'avais déjà été interrogé sur ces questions il y a quelques temps. Et j'avais annoncé qu'effectivement, il y aurait des violences, puisque manifestement, il n'y a pas d'organisation, ils ne sont pas structurés. Il y a des revendications qui partent un peu dans toutes les directions. Donc évidemment, il y a des violences qui ont eu lieu, qui étaient attendues. Et c'est crescendo parce qu'on n'est pas entendu, parce que la population n'est pas entendue. Et qu'il y a une vraie rupture entre le pouvoir exécutif et la population. Alors Emmanuel Macron, il ne s'est pas exprimé aujourd'hui, il ne devrait pas le faire non plus dans la soirée. Il est de retour donc du G20 et il s'est rendu du côté de l'Arc de Triomphe aujourd'hui. Vous le regrettez, vous, qu'il n'intervienne pas? Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment le rôle de Macron d'intervenir à ce niveau-là. Lui c'est le chef de l'État, il s'occupe des questions internationales, ça c'est la vérité. Après, quand il y a un problème comme ce qu'on a aujourd'hui en France, il aurait dû intervenir au moins pour apaiser les tensions. Son Premier ministre devrait prendre tout de suite la parole. Aujourd'hui, on est dans quasiment un état d'urgence, même si ce n'est pas le cas, parce qu'ils ne veulent pas faire d'état d'urgence. Mais moi, je fais toujours Vous dites qu'on est dans une situation d'état d'urgence? Non, pas encore d'état d'urgence, parce qu'ils le refusent, évidemment. Mais je fais le parallèle entre 2005 et aujourd'hui. 2005, c'était aussi des questions sociales dans les banlieues. Ça a explosé dans toute la France, sauf qu'à l'époque, il y avait des voitures brûlées, des dégradations dans les quartiers populaires. Donc ce n'est pas les quartiers riches qui étaient touchés. Aujourd'hui, ce sont des Français de souche qui prennent la parole, qui manifestent pour les mêmes questions sociales, puisqu'il y a une dégradation qui a été observée. Et ils ont tapé dans les quartiers riches. Donc ça inquiète le pouvoir. Ça, c'est une réalité. L'autre aspect aussi, c'est que des Français qui viennent un peu de tous les horizons de l'Hexagone. Oui, on voit beaucoup de Bretons. J'ai vu, il y avait beaucoup de drapeaux bretons. On n'en parle pas beaucoup de ce phénomène, particulièrement les gens de Rennes qui sont très énervés. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les revendications. En vérité, au-delà du comportement de Macron, qui est un comportement, il n'est pas vraiment bon communicant, pour ne pas dire très mauvais. Il est assez méprisant dans sa façon de parler. Peut-être qu'il ne le pense pas, mais les mots trahissent sa pensée. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les gens réclament quoi? Ils réclament. Moi, je parle vraiment de questions économiques stricto sensus. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on nous vend de la crise. C'est-à-dire que les gens, psychologiquement, ils sont habitués à la crise. On leur dit, de toute façon, il n'y a pas de lendemain qui chante. Ensuite, on se rend compte que tout augmente. Et les revendications, c'est quoi? C'est l'augmentation des salaires. Et on leur demande aussi beaucoup d'efforts. Ça fait des années oui, on demande beaucoup trop d'efforts aux gens. Ils ne sont pas responsables de la crise, ça c'est clair, c'est pas normal. C'est un pays qui est chroniquement en crise pour les questions de dette qui n'arrêtent pas. Mais surtout, on demande aux gens. Et les gens réagissent de la mauvaise façon parce qu'ils disent quoi? Ils disent il faut augmenter les salaires. Le problème, c'est que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas augmenter les salaires aujourd'hui. Là, je vais faire une petite révolution intellectuelle. Il faut baisser les prix. C'est qu'on n'est plus au stade de se dire qu'il faut faire une course au salaire plus important, puisque dans tous les cas, dès qu'on augmente les salaires, les prix augmentent. Donc c'est une inflation qui se crée. Et surtout quand on augmente la clé, ça baisser les prix pour augmenter le pouvoir d'achat, selon vous? La baisse des prix augmente mécaniquement le pouvoir d'achat. Je vous donne un exemple très concret pour les gens, les petites gens. Les loyers ont été multipliés par 2 ou par 3 en 30 ans. Ce qui est quand même incroyable. C'est le principal poste de dépense d'un foyer. Et le problème, c'est que si on baissait le prix des loyers, on libérait d'autant plus un pouvoir d'achat. Ensuite, quand on augmente les salaires, on oublie ceux qui ne travaillent pas. On oublie les chômeurs. On oublie les personnes âgées qui sont à la retraite. Puisque vous parlez de baisser les prix, tout est parti du prix, de la hausse du carburant qui est annoncée, parce que c'est un point très important dans le quotidien des Français, les transports individuels, en voiture. Et sur ce point-là, on n'a pas l'impression que le gouvernement va faire marche arrière, d'ailleurs. Le problème, c'est que c'est la fameuse TIPP qui a été réformée, mais dans tous les cas de figure, c'est encore une niche fiscale. Moi, ce qui me choque, c'est que tout le monde s'énerve parce qu'effectivement, M. Macron augmente le prix de l'essence, ce qui n'est pas normal, là, je suis d'accord. Mais ils ont oublié que M. Hollande, parce qu'il est juste le tributaire de 40 ans de gabegie économique, M. Hollande avait doublé la TVA, il ne faut jamais le perdre de vue, et ça, je tiens à ce qu'on le rappelle, doublé la TVA sur la nourriture. On est passé à 20% sur les biens de consommation, c'est-à-dire que ceux qui mangent au quotidien payent 10% de TVA quand on était à 5,5. Ça, c'est une augmentation monumentale, mais personne ne s'en est rendu compte parce que la TVA, c'est pas évident à appréhender. Alors, quand on parle de l'essence... Il n'y avait pas eu de réduction de l'ISF aussi à l'époque. Oui. Ce qu'on reproche aussi à Emmanuel Macron, c'est d'une part de ne pas assez faire dans le social, mais d'autre part aussi d'en faire trop pour les riches. Ce qui n'était pas le cas de François Hollande. C'est pour ça que je vous dis, la question qui se pose, c'est de savoir comment faire pour faire baisser les prix sur ceux qui les augmentent. Moi, je vous parle du petit commerce qui est en train de mourir, c'est une chose, mais toutes les grandes enseignes continuent à s'en mettre plein les poches, excusez-moi l'expression, et ne baissent pas les prix. Et le problème, c'est que les gens la France, c'est un des pays qui a le coût de la vie, que ce soit dans la nourriture ou le logement, un des plus élevés d'Europe et du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je comprends la colère des Gilets jaunes. Je ne comprends pas les casseurs, parce que les casseurs, encore une fois, sont des voyous. Alors
pour revenir aux responsabilités par rapport à ce qui s'est passé hier du côté du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État seront entendus par la commission des lois du Sénat. Que faut-il en attendre selon vous? Pas grand-chose, ils sont entre eux, il faut être très clair. Je veux dire, ils ne vont pas se tirer dans les pattes. Le problème, c'est que la police est énervée parce qu'ils ont sensiblement pas des moyens. Sauf qu'hier, on a protégé un symbole, on a protégé l'avenue des Champs-Élysées et finalement les autres rues périphériques ont été attaquées. Ensuite et surtout parce qu'on parle beaucoup de gilets jaunes qui sont légitimes dans leur demande. On ne parle pas des voyous et des casseurs qu'on appelle casseurs, mais c'est aussi des pilleurs. Je veux dire, il y a des commerces qui ont été pillés et qui ternissent l'image et on ne parle pas de la récupération. On n'en parle pas assez, on en a quand même beaucoup parlé. On parle beaucoup de casseurs. Moi j'aime bien les termes parce que quand en 2005 on disait émeute, il y a la meute qui fait des émeutes, ça posait pas de problème. Tout le monde était d'accord pour dire que c'est les voyous. Alors que là on parle de gilets jaunes qui ont une bonne image à côté de voyous et de casseurs et de pilleurs qui ne sont pas qualifiés comme tels. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils sont casseurs, mais ça reste très gentil finalement. Et le problème, c'est que dans le mélange des genres, on se rend compte que Marine Le Pen, que l'extrême droite dans son ensemble, qui cherche à récupérer, parce que l'extrême droite a toujours fait des points sur les misères sociales, commence à dire nous sommes favorables aux gilets jaunes. Ah, ils ne sont pas favorables aux gilets jaunes, puisque la politique de l'extrême droite... C'est pas le seul parti qui se dit favorable d'opposition. Oui, mais eux, ils récupèrent de façon ouverte, il ne faut pas savoir. Aux gilets jaunes, la France insoumise aussi... c'est pas de soi, les deux extrêmes, les deux extrêmes. Et le problème, c'est que, vous savez, historiquement parlant, les deux extrêmes sont toujours rejoints sur les questions sociales. Sauf que chacun tire de son côté pour deux raisons. Moi, j'ai moins confiance, j'ai pas de sympathie particulière pour la France insoumise, mais j'ai pas aucune sympathie pour l'extrême droite. Vous pouvez imaginer pourquoi. Et surtout parce que l'extrême droite... C'est dangereux, ça, selon vous, cette récupération le problème, c'est que l'extrême droite se fait dans le social aujourd'hui. Soupçonné de la part du Rassemblement national, ça peut mener... où est-ce que ça peut mener la France? Ça peut mener la France à un résultat qu'on n'attendait pas au Brésil. C'est-à-dire que même si le Front National, enfin l'ex-Front National, qui se fait appeler Rassemblement National pour faire plus fédérateur, réussit à marquer des points, c'est pas le Front National qui va l'emporter, ça va être une sorte d'ersatz du Front National qui va parfaitement recycler les idées du Front National, style mode brésilienne. Vous voyez, c'est un peu comme ce qui se passe avec l'UDC en Suisse, par exemple. Vous attendez les prochaines élections européennes, vous pensez que ce sera un couperet pour Emmanuel Macron? Oui, enfin, couperet non, il aura toujours un grand pouvoir, pour ne plus délirer, il a qu'un an et demi de pouvoir. Mais il n'en demeure pas moins que le Front National est la deuxième force politique du pays, et que malheureusement, à chaque fois qu'il y a des coups de butoir comme ça économiques et qu'il y a une insurrection littéralement du peuple, c'est le Front National qui en bénéficie. Merci beaucoup, Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes cofondateur du MDC, le mouvement des droits civiques. Merci encore.